Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, et donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jean-Rémy King, qui est chercheur CNRS au laboratoire des systèmes perceptifs, au DEC, et aussi chercheur à Facebook AI Research. Donc il va vous parler d'intelligence artificielle et sciences cognitives. Merci Jean-Rémy, c'est à toi. Merci Franck. Donc, ouais, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Donc, mon travail s'attelle à essayer de voir comment on peut utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre le cerveau et vice-versa. Et donc, on m'a chargé de vous faire un petit cours introductif pour avoir un panorama de ce qui est fait à l'interface entre ces deux disciplines. Alors, très probablement, vous êtes tous bien conscients de l'importance qu'a pris l'IA ces dernières années. Il y a eu vraiment une explosion, une effervescence dans cette discipline. Et il est désormais de plus en plus simple pour chacun d'implémenter des algorithmes de reconnaissance de forme, et notamment pour reconnaître des objets ou des visages à partir d'images, mais pas seulement. Et on a vu une progression très forte en 10 ans, où on avait une reconnaissance d'objets assez simples à partir d'images statiques, jusqu'à maintenant des reconstructions tridimensionnelles en temps réel de personnages dans des vidéos. Et ce genre d'algorithme a une utilité extrêmement diverse. C'est pas uniquement pour la reconnaissance de forme, c'est également pour la synthèse. Donc là, on voit un exemple de changement de visage qui est appliqué dans ce but-là, c'était pour de l'anonymisation. Mais on peut bien voir qu'il y a des applications extrêmement larges. Bon, tout ça, vous connaissez très probablement, c'est partout dans les médias. Vous l'avez probablement vu dans des cours également. Et c'est vraiment ce que j'appellerais la révolution de l'IA comme un outil d'analyse. Et cet outil, il n'est pas uniquement utile pour les industriels et pour la recherche appliquée, mais également pour des disciplines qu'on considère comme fondamentales. Et on utilise de plus en plus ce genre d'algorithmes dits d'intelligence artificielle pour explorer des nouvelles voies de recherche. Donc c'est le cas par exemple en chimie, où on utilise pas mal de deep learning ces dernières années pour essayer de prédire et de comprendre les structures des protéines. Il y a notamment un papier de l'équipe de Denis Hassabis dans Nature cette année. En physique, on voit qu'on peut utiliser le machine learning pour redécouvrir les équations structurelles de systèmes dynamiques, qui sont comme les équations de Navier-Stokes, notamment les travaux de Stephen Brunton dans plusieurs PNAS, mais également dans des disciplines qui ne sont pas forcément très attachées à la donnée, en tout cas pas considérées en tant que telles, disciplines mathématiques en particulier. Et on voit que là également, il y a une poussée et une utilisation du machine learning qui est extrêmement intéressante. Et donc, par exemple, il y a un travail que je trouve vraiment remarquable de Guillaume Lante et François Charton, en fin de l'année dernière, qui montre comment on peut utiliser du machine learning pour résoudre des équations différentielles, des intégrations par partie, sur des cas qui sont particulièrement difficiles. Et on voit du coup que ça ouvre des nouvelles portes où on peut vraiment utiliser ces outils d'IA pour aller explorer des champs qui jusqu'alors l'étaient peu, ou en tout cas différemment. Bon, et donc dans ce cadre-là, les sciences cognitives utilisent également l'IA comme un outil d'utilisation, de traitement de données. Et il y a pas mal de données en sciences cognitives. Alors un exemple, s'il fallait en prendre qu'un, c'est les données de type enregistrement d'activité cérébrale. On voit là un exemple d'étude qui me plaît pas mal, qui vient du labo de Marcel van Gerwen en Hollande, qui consiste à présenter des images, plus particulièrement des visages à des sujets dont on enregistre l'activité cérébrale par imagerie, par résonance magnétique, par IRM. Donc on les met dans un scanner, ils regardent des images, et ensuite on entraîne un algorithme pour transformer l'activité cérébrale en des images, pour synthétiser des images à partir de cette activité cérébrale. Et on voit qu'on y arrive plus ou moins à reconnaître le genre de la personne, sa couleur de peau et potentiellement ses expressions faciales. On voit qu'on peut ici, comme dans les autres disciplines, utiliser le machine learning comme un outil très intéressant pour aller explorer ensuite des questions diverses et variées. Mais tout ça, c'est pas ce dont je voulais parler ce soir, parce que au-delà de la révolution de l'IA comme un outil méthodologique,
Ce qui est très intéressant avec cette révolution, c'est qu'elle elle a une importance théorique. Théorique notamment pour comprendre ce qu'on pourrait appeler les lois de l'apprentissage, les principes qui permettent à un agent d'apprendre plus ou moins efficacement. Et donc ce but, c'est identifier les lois de l'apprentissage, c'est un but qui est partagé entre la discipline de l'IA et les disciplines des sciences cognitives et des neurosciences cognitives en particulier. Et donc ça crée une interface très particulière entre ces deux disciplines. Donc ce que je vais essayer de vous illustrer là très rapidement dans ce cours introductif, c'est trois piliers qui forment cette interface entre IA et neurosciences. Il y a un pilier qui est sur les objectifs, qui sont parfois communs, c'est pas toujours le cas, mais sont parfois communs. Une partie qui est sur les principes d'apprentissage, qu'on va voir sont encore une fois partiellement similaires entre les algorithmes et ce qu'on retrouve dans le cerveau. Et enfin, une partie sur les solutions computationnelles qui ont été trouvées en algorithmie et qui ont été façonnées dans notre cerveau de par l'apprentissage et pour du développement et de par l'évolution. Donc ça fait beaucoup à couvrir en quelques dizaines de minutes, mais j'espère que comme ça vous aurez un panorama un peu synthétique. Alors, le but, on l'a dit juste avant, de l'IA et des sciences cognitives, c'est de comprendre les lois de l'apprentissage et plus particulièrement de comprendre les principes qui permettent un traitement efficace de l'information et une acquisition robuste des connaissances. Bon, ça c'est un but qui maintenant est bien formalisé, mais derrière l'IA, évidemment, il y a l'idée de mimer l'intelligence humaine, de mimer le comportement, et ça c'est quelque chose qui remonte à très longtemps maintenant. Si on prend quelques exemples historiques, on peut notamment parler des automates qui ont explosé au XIXe siècle. Il y a énormément d'automates qui ont été construits à cette époque-là, avec des comportements extrêmement impressionnants, extrêmement réalistes. On voit ici l'automate de Maillardet. J'espère que vous avez une vidéo qui est un petit peu fluide, où l'automate est capable, grâce à une suite d'engrenages très ingénieux, de réaliser des dessins et d'écrire du texte. La manière dont c'est construit, c'est conceptuellement assez simple. C'est chaque rouage va, de manière mécanique, faire bouger des câbles qui eux-mêmes vont faire produire un mouvement qui va se traduire ici en des dessins. Bon. Alors tout ça, c'est extrêmement impressionnant, mais c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire en IA, c'est de l'apprentissage par cœur, parce que le but, c'est pas vraiment de mimer le comportement d'un agent, mais c'est vraiment de mimer les capacités cognitives latentes, sous-jacentes, qui régissent ce comportement. Et la manière d'évaluer cette capacité-là, c'est vraiment de regarder si le système est capable de généraliser à des nouvelles situations et pas de uniquement apprendre par cœur une situation donnée. Donc l'automate ici apprend par cœur, en tout cas à un système de mémoire complètement fixe qui lui permet de réaliser des dessins, mais il ne peut pas en réaliser de nouveaux. Et c'est là qu'intervient un petit peu les différentes vagues de révolution en informatique qui sont sous l'appellation d'IA, avec notamment les travaux très importants de Yann LeCun, qu'on voit ici à l'écran, il y a quasiment 3 décennies. Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit Yann LeCun qui présente à son algorithme des images où des chiffres et des lettres des chiffres ici sont écrits. Et on voit que l'algorithme est capable de catégoriser ces chiffres de manière précise, quand bien même ces chiffres ne correspondent pas au stéréotype du chiffre que l'algorithme en fait a appris. Donc ça c'est un cas typique où la généralisation est très importante, puisqu'on veut pas uniquement que l'algorithme ait appris toutes les formes de 4 et toutes les formes de 6 possibles, mais on veut évidemment que l'algorithme apprenne à reconnaître n'importe quel 4, n'importe quel 6 écrit par une nouvelle personne, potentiellement avec un caractère qui varie, un type de police qui change. Bon. Donc cet objectif, il est assez commun, mais ce qui est intéressant également, c'est que les principes d'apprentissage de ce genre d'algorithme, l'algorithme ici de Yann LeCun et d'autres, ont des points similaires avec les principes d'apprentissage qui ont été identifiés en neurosciences. Alors pour comprendre ça, il faut un tout petit peu parler de ces algorithmes. Vous les connaissez très probablement parce que, encore une fois, ça a été très largement popularisé. Il s'agit
pour la plupart d'algorithmes qu'on appelle de deep learning, d'apprentissage profond, qui consiste en une suite d'opérations mathématiques qui typiquement sont des suites d'opérations en couple linéaire, non linéaire. Donc là, il y a une convolution linéaire suivie d'une non-linéarité qui est une linéarité relue, linéaire rectifiée, qu'on va réitérer plusieurs fois. Donc concrètement, on prend un petit bout d'image, on la multiplie par une matrice, donc on fait une opération linéaire, somme pondérée de ce petit bout d'image, on passe le résultat dans une fonction linéaire, et ce résultat va ensuite dans la couche d'après qui fait le même genre d'opération, et on fait ça de multiples fois pour tous les petits carrés de l'image. Jusqu'à tel point qu'on a à la fin de ces opérations un vecteur d'activité qui va être typiquement de la taille de notre alphabet. Ici, si on cherche 26 lettres possibles, la dernière couche va avoir 26 dimensions. Et on essaye de faire en sorte que l'algorithme, quand il voit une image qui correspond à un A, va activer la première dimension. Quand il voit le B, il va activer la deuxième dimension, etc. Et évidemment, au début, ça va être complètement aléatoire. On va essayer de modifier aléatoirement l'algorithme. Et dès lors qu'il a tendance à avoir un comportement qui est celui recherché, donc il va prédire un A quand effectivement il voit un A, on va essayer de renforcer l'algorithme dans ce genre de comportement. Voilà, si on fait très simple et ce genre d'algorithme, il y a plusieurs principes computationnels qu'on retrouve en fait dans les neurosciences, qui ont été découverts avant et qui sont explicitement connus à l'époque de Yann LeCun et d'autres. Et notamment, on voit ce genre de principe dans les travaux, par exemple, de Hubel et Wiesel, qui sont deux lauréats du prix Nobel pour leur découverte en neurosciences. Et donc typiquement ce qu'ils voient Hubel et Wiesel dans leurs travaux, c'est ce même genre d'algorithme hiérarchique dans le système cérébral. Comment ils mettent ça en valeur? Encore une fois, c'est conceptuellement assez simple. Ils mettent une électrode dans le cerveau d'un chat qui est anesthésié, pendant que Hubel et Wiesel leur présentent des images, et ils vont essayer de trouver quel type d'image active les neurones dans la partie du cerveau qu'ils enregistrent. Donc ils vont présenter différents types d'images, ils vont changer l'orientation, la taille, le mouvement de ces images pour se rendre compte en fait que les neurones dans la partie du système visuel primaire en fait font une opération mathématique qui est similaire à cette convolution suivie d'une fonction non linéaire. Donc je vous propose d'écouter le travail d'Hubel et Wiesel, en espérant que vous les entendiez. Donc, ce que vous voyez à l'écran là, c'est une lumière qui est présentée au chat anesthésié pendant qu'on enregistre un neurone dans le cortex visuel. Donc Hubel et Wiesel enregistrent le neurone. Et les claquements que vous entendez, c'est le moment où le neurone décharge. Et tout le travail de Hubel et Wiesel, là, c'est de comprendre où il faut qu'ils placent leur lumière, leur image, d'un certain côté, pour que le neurone décharge. Et on voit que le neurone ne décharge que quand il va de droite à gauche, et non pas de gauche à droite, ici, et que quand il a une certaine taille et une certaine orientation. Donc, quand il est là, un peu petit, mais quand ils agrandissent le stimulus, même avec le même mouvement, le neurone arrête de décharger. Voilà. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur les slides que je mettrai à disposition, mais en gros c'est un travail un petit peu systématique qu'ils ont fait dans ce début des années 60 pour comprendre ce que représentaient les premières couches du système visuel, enfin les couches corticales du système visuel, et ainsi établir cette hiérarchie de représentation au fur et à mesure de leurs travaux. Bon. Donc, on voit ici deux types d'approches. L'approche en IA qui consiste à construire un algorithme, c'est une approche très ingéniérique, et une approche biologique qui est celle de Hubel et Wiesel dans ce cas-là, qui vont identifier des principes computationnels similaires. Le principe d'un code vectoriel distribué, c'est ce qu'on appelle des neurones artificiels dans le cas de l'algorithme de Yann LeCun. Jean-Rémy? Oui. Là, tu ne partages plus ton écran. Ah, comment ça se fait? Sans doute en fermant la vidéo d'Hubel et Wiesel. Ah là là. Alors, tac, tac.
On reprend. Là, ça a l'air de remarcher. Hop, on repart. Alors, hop. Donc, cette idée de code vectoriel, de code neuronal, c'est quelque chose qui est exploité dans l'algorithme ici de deep learning convolutionnel, et c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps en neurosciences. L'idée de réseau hiérarchique, c'est également un principe qui est exploité dans l'algorithme, qui est connu depuis longtemps en neurosciences. Et en fait, il y a plein de ponts conceptuels qu'on retrouve comme ça entre les algorithmes d'IA d'aujourd'hui et ce qui a été établi en neurosciences et en neurosciences computationnelles en particulier. Bon. Il y a également des éléments de divergence. Je ne veux pas vous faire penser que c'est systématiquement le cas, et on pourra en discuter au moment des questions si vous voulez. Mais en gros, on trouve régulièrement au cours de l'histoire de la construction de l'IA ces ponts vers les neurosciences. Donc au-delà du fait qu'il y a un objectif qui est commun, on voit qu'au niveau des méthodes d'apprentissage, on retrouve des principes similaires et donc extrêmement intéressants. Alors sur la dernière partie, je voulais mentionner le problème des solutions computationnelles, de savoir si un algorithme d'intelligence artificielle, quand on l'entraîne, trouve un moyen de traiter l'information qui est similaire à ce que fait le cerveau. Alors tout ça, c'est un peu opaque. Donc, je vais vous présenter une étude pour illustrer cette idée. Une étude qui me plaît beaucoup, qui vient du labo de James DiCarlo à MIT, qui est conceptuellement assez simple. Dans cette étude, ils ont présenté des images, par exemple des visages, des maisons, des voitures, des tables. Ils présentent ces images à un algorithme de deep learning tel que celui de Yann LeCun, puis d'autres versions évidemment beaucoup plus récentes maintenant. Et ils présentent également ces mêmes images à des singes macaques qui vont enregistrer avec des électrodes dans le cerveau. Et la question qu'ils posent dans cette étude de 2014, qui est publiée dans PNAS, c'est de savoir si les activations des neurones des algorithmes, les neurones artificiels, sont similaires aux activations des neurones qui sont enregistrés dans le système visuel du singe. Donc, c'est de savoir si effectivement on peut retrouver des corrélations plus ou moins fortes entre l'algorithme et le cerveau lorsque les deux sont stimulés par le même input, la même image. Et ce qu'ils voient, c'est qu'il y a une corrélation vraiment remarquable. Donc, notamment, il y a un exemple là, pour un neurone, juste pour vous donner cette idée, où sur l'axe des abscisses, on a toutes les stimulations des différentes images. Je crois qu'il y a 1 millier d'images à peu près au total. Et la ligne noire qu'on voit, c'est la décharge moyenne d'un des neurones du cortex inférotemporal, IT, pour chacune de ces images. Et elles ont été ici regroupées en blocs pour qu'on ait un peu une intuition de ce à quoi le neurone répond. Donc je crois que le premier bloc, ça doit être des tables, le deuxième bloc, ça doit être des voitures, et le cinquième bloc, là, où il y a un changement d'activité, c'est toutes les images où il y a un visage dans cette image. Et on voit que donc, ce neurone en particulier semble extrêmement spécifique au visage, puisqu'il répond beaucoup plus à toutes les images de visage qu'aux autres blocs où il n'y a pas de visage. Et ce que les auteurs montrent dans cette étude, c'est ce qu'on voit dans la ligne rouge ici, c'est qu'il y a également des activations dans leur algorithme de traitement d'image, des neurones qui ont exactement le même profil d'activité, c'est-à-dire qu'ils ne répondent jamais aux images qui n'ont pas de visage, et répondent quand il y a un visage, mais en plus répondent avec le même type de profil. Donc il y a une correspondance ici 1 à 1 pour l'algorithme et ce neurone-là. Alors évidemment, ils vont faire ça pour tous les neurones qu'ils ont enregistrés chez plusieurs singes. Ils vont faire un réel travail systématique. Et ils vont également tester beaucoup d'algorithmes. Et un des résultats principaux qu'ils observent, c'est celui-ci, où on voit tous les algorithmes qu'ils ont testés, qui correspondent à chacun à un point. C'est ploté sur 2 dimensions. L'axe des abscisses, donc l'axe des X, c'est la performance de l'algorithme, donc sa capacité à reconnaître s'il y a un visage, une table, une girafe, un chien, etc. Sa performance de catégorisation des objets dans les images. Et en ordonnée, on voit la corrélation
que les activations de cet algorithme ont avec l'activité cérébrale élicitée par les mêmes images. Donc, quand on est plus haut dans le graphe, ça veut dire que les activations sont très similaires à l'activité cérébrale. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'ensemble? On voit un nuage de points qui est extrêmement corrélé. Ça veut dire que les algorithmes qui sont les plus performants pour reconnaître des objets ont des activations qui sont plus corrélées avec l'activité cérébrale que tous les autres. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça? Ça semble suggérer que les algorithmes de deep learning actuels, génération après génération, tendent à trouver une solution qui ressemble à la solution qui est effectivement implémentée dans l'activité cérébrale, puisque les activations qui sont générées dans l'algorithme et dans le cerveau sont effectivement convergentes. Donc ça, c'est extrêmement important comme résultat, parce que ça suggère qu'il n'y a peut-être pas finalement pas tant de méthodes, de solutions computationnelles pour résoudre le problème de la vision, puisque des systèmes aussi différents que là, un système de deep learning qui n'est pas du tout biologiquement plausible, au-delà des quelques principes qu'on a vus tout à l'heure, qui est entraîné avec des images qui sont des images statiques, qui sont extraites d'un corpus très particulier, alors que le singe, lui, évidemment, il est exposé à un flux visuel permanent et il n'a pas du tout de label associé aux images. Donc il y a plein de différences extrêmement profondes entre ces deux types de systèmes, l'algorithme et le cerveau, et pourtant, il semble y avoir une convergence extrêmement remarquable qui suggère qu'il y a probablement une solution au problème de la vision, une solution qui est trouvée et par l'algorithme et par le cerveau. Bon. Ce qu'on s'est posé comme question, c'est dans nos travaux, c'est exactement ce genre d'approche, mais pas pour la vision, mais pour le langage, notamment pour voir si une fonction cognitive qui est spécifique à notre espèce aurait les mêmes types de propriétés. Est-ce qu'un algorithme entraîné à traiter du langage génère des représentations qui sont similaires aux représentations de l'activité cérébrale quand l'algorithme et le cerveau sont simulés avec les mêmes phrases, par exemple. Et dans l'ensemble, on retrouve un résultat extrêmement analogue, où sur l'axe des abscisses, ici, on a la performance de l'algorithme sur sa capacité à modéliser le langage, on va voir ça dans une seconde, et en ordonnée, on a la corrélation de ces algorithmes avec l'activité cérébrale, et on voit bien que plus l'algorithme est bon dans sa capacité à traiter le langage, et meilleure est sa corrélation avec l'activité cérébrale. Alors comment on fait ça concrètement? Eh bien, on prend un algorithme de deep learning entraîné sur un énorme corpus de type Wikipédia, et il n'y a pas de label comme dans la catégorisation d'images, mais on peut en générer un petit peu de nous-mêmes avec un algorithme qu'on appelle self-supervised, en masquant des bouts de texte et en entraînant l'algorithme pour qu'il devine les mots qui sont derrière ces masques. Donc par exemple, on présente un contexte qui est « il était une », on masque le mot « foi » et on entraîne l'algorithme pour qu'il devine que, effectivement, derrière ce masque, il est censé avoir le mot « foi ». Et ce genre d'algorithme, c'est extrêmement efficace. Non seulement on peut faire ça pour une itération, par exemple, il était une fois, mais on peut demander à l'algorithme de générer ça de manière itérative pour créer un texte. Donc par exemple, ici, si je donne le contexte « il était une fois dans un pays lointain un petit chat rose » et que je demande à l'algorithme de deviner quels sont les mots qui sont manquants, il peut me générer, cet algorithme, un texte qui est tout à fait plausible, en tout cas avec une syntaxe et une sémantique qui fonctionne bien. Donc ici, l'algorithme génère un petit chat rose qui était bagarreur, un vrai fanfaron. Oui, il avait une certaine impudence et il savait se battre. Cette petite boule de poils rouge, donc là on voit qu'il se trompe, c'est pas rouge, on avait dit rose, nommée Luna, faisait tout ce que ses petites pattes lui permettaient de faire. Donc on sent qu'il y a une structure, une cohérence sémantique qui est vraiment remarquable, même si évidemment ce genre d'algorithme n'est pas parfait, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher derrière. Alors, on a pris ce genre d'algorithme, on leur a présenté les mêmes phrases qui ont été présentées à des sujets enregistrés dans un scanner qu'on appelle la magnétoencéphalographie. C'est un travail qu'on a fait avec Charlotte Cocheteux, qui était une interne à faire et qui a démarré sa thèse maintenant. Et l'approche, elle est comme celle de Di Carlo, que je vous ai présenté précédemment, elle est assez simple. On regarde juste si les algorithmes ont des activations qui corrèlent avec l'activité cérébrale. Et c'est comme ça qu'on peut tester ces corrélations en fonction de la performance des algorithmes et voir que plus les algorithmes sont bons à prédire le langage, à prédire les mots manquants dans un texte,
plus leurs activations sont corrélées avec l'activité cérébrale. Alors, juste pour finir sur cette chose, avant de conclure, une fois qu'on a cette corrélation, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut faire, c'est de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne, puisque maintenant on a effectivement un algorithme qui semble fonctionner de manière similaire à l'activité cérébrale, donc on peut essayer de l'utiliser pour mieux décomposer les processus computationnels du cerveau pendant la lecture de phrases. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est les résultats qu'on a obtenus dans notre scanner. C'est un scanner qui a une résolution spatiale et temporelle assez fine, donc on peut regarder millisecondes par milliseconde quelle partie du cerveau corrèle avec quelle partie de l'algorithme. Et donc ici, on représente trois parties d'algorithme. Une partie visuelle, qui est un deepnet convolutionnel assez standard pour reconnaître des lettres à partir d'images, qui va être codé en bleu. Et on voit que l'arrière du cerveau, qui est typiquement associé avec la vision, à partir de 100 millisecondes après la présentation d'un mot, cette partie du cerveau corrèle avec les activations de l'algorithme visuel. Quand on avance un peu plus dans le temps, cette activation bleue, elle s'empare de voies plus antérieures dans le cerveau. En fait, on monte la hiérarchie cérébrale, et on le voit avec ces corrélations. Et la couleur, cette fois-ci, devient turquoise, puis vert. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le cerveau commence à corréler avec un autre type d'algorithme, qui est des algorithmes entraînés sur la modélisation des mots, qu'on appelle des word embedding. Et la transition se fait spécifiquement dans cette région du cerveau qui est connue pour être la région qui transforme les mots en un code visuel vers un code lexical qu'on appelle la forme visuelle des mots, Visual Word Form Area en anglais, qui est donc en turquoise, qui montre bien qu'il y a une dualité de ce code. Et ensuite, on va voir tout l'hémisphère gauche, qui est typiquement associé au lexique, au langage de manière plus générale, devenir vert parce que toutes ces activations cérébrales corrèlent avec les réseaux de deep learning entraînés pour modéliser les mots. Et enfin, si on pousse un peu plus loin, ces couleurs vont changer, il va y avoir un petit peu toutes les couleurs à un moment, et ça va surtout devenir rouge après une seconde. Et rouge, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement les activations des réseaux de deep learning entraînés pour modéliser le langage dans son entièreté, donc les réseaux qui typiquement savent générer du texte cohérent. Et donc on voit qu'après une seconde, les activations cérébrales commencent à corréler avec ces algorithmes de langage, et non plus uniquement avec les algorithmes visuels ou de mots pris indépendamment de leur contexte. Voilà, donc ça c'est vraiment une étude pour vous illustrer qu'on peut utiliser le développement qui est fait en IA, non pas juste comme un outil méthodologique pour aller chercher plus d'informations dans un signal complexe, mais vraiment comme un objet d'étude en soi pour comprendre les principes computationnels du traitement d'informations et de l'apprentissage. Objectif, comme je vous l'ai dit, juste pour résumer, qui est partagé entre les deux disciplines de l'intelligence artificielle et de neurosciences, qui va au-delà du mimétisme du comportement, mais qui va vraiment vers le mimétisme des capacités cognitives qui sont sous-jacentes à ce comportement. Et pour atteindre cet objectif, on voit qu'on croise nos chemins entre ces disciplines avec des principes computationnels qui sont partiellement partagés, et surtout des solutions trouvées par les algorithmes et notre cerveau via son développement, son apprentissage et via évidemment l'évolution, des solutions computationnelles qui sont similaires entre la biologie et l'algorithme. Voilà, donc j'espère que ça vous donnera des clés pour appréhender un petit peu ces nouvelles disciplines qui sont créées. On m'a également chargé de vous dire qu'il y avait des chercheurs et des chercheuses de notre département, du DEC, qui feront des conférences autour des sciences cognitives, autour de leurs travaux, le lundi prochain à 14h dans la salle Jaurès. Et donc, une fois que j'ai donné cette information, je serai ravi de prendre vos questions. Super, merci Jean-Rémy. Voilà, justement, on est un petit peu arrivé au bout du créneau horaire d'une demi-heure, donc ceux qui doivent partir peuvent partir, évidemment. Si toi, tu as un peu de temps pour prendre des questions, on peut... Oui, je suis en train de m'excuser, j'ai été un petit peu ambitieux sur les slides, mais je suis ravi de rester quelques minutes de plus. Ouais. On comprend bien pourquoi. Donc voilà, on peut prendre les questions soit en direct, soit sur le chat. Oui.
Alors, il Donc, faut que je la question qui arrive sur le chat, je ne sais pas si toi tu le vois, mais sinon je peux te le ne lire. vois pas, mais je peux y accéder, je pense. Donc, une première question qui demande est-ce que tu auras un ouvrage à conseiller pour s'initier à l'IA? Alors, il y a un très bon livre de Yoshua Benjo sur le deep learning. Je crois qu'il s'appelle Deep Learning, mais je suis pas certain. Bon, c'est un des livres qui a des dizaines de milliers de citations, en tout cas des milliers de citations, voire des dizaines de milliers de citations. Donc, je pense que c'est assez facile à retrouver sur Google Scholar. Je pense que ça, c'est pas mal. Et Comment au-delà il des s'appelle? ouvrages, Joshua, comment tu appelles après le nom? Joshua Benjo. Donc, il y a BEN. trois grandes figures du deep learning qui ont reçu le prix Turing. Il y a Geoffrey Hinton, Yoshua Benjo et Yann Lequin. C'est les trois grandes figures à retenir. Mais au-delà des ouvrages, même s'il y a des ouvrages, c'est très bien. Euh, Ce que je conseille très fortement, c'est d'avoir une approche un peu pratique à l'IA. Il ne faut pas forcément l'approcher de manière très théorique. Il faut avoir un aller-retour vers la pratique et avec des exercices. Donc, je conseille notamment de regarder ce qu'on peut retrouver sur GitHub comme PyTorch ou Hugging Face qui ont pas mal voilà, d'outils pour essayer de commencer à utiliser ces algorithmes. Et ensuite, dans un deuxième temps, je pense que c'est pas mal, une fois qu'on a un premier essai pratique, d'aller vers un peu plus de théorie. Il faut pas prendre l'IA directement par la théorie, à mon sens. Ok. Alors, tu as une deuxième question qui est pour l'entraînement des réseaux de neurones, est-ce que vous utilisez plutôt des algorithmes génétiques ou d'autres méthodes type descente de gradient? Alors, la plupart des laboratoires utilisent des méthodes par descente de gradient. Euh, Parce que c'est ce qui a fonctionné le mieux jusqu'à maintenant. Il y a une vraie recherche qui est réalisée sur les méthodes qui ne peuvent pas utiliser la descente de gradient, donc notamment quand on a des fonctions qui ne sont pas différenciables, on peut pas utiliser cette approche et du coup on doit utiliser d'autres types d'algorithmes. Les algorithmes génétiques en font partie, mais c'est un des outils à utiliser. Mais encore une fois, ça c'est en première approche. Le standard et ce qui est simple, c'est de commencer par la descente de gradient. Euh, Avant d'aller chercher des choses d'algorithmes génétiques. Les algorithmes génétiques, il y a beaucoup d'hyperparamètres et du coup, on peut très rapidement se perdre dans le processus d'optimisation, alors que dans la descente de gradient, c'est un petit peu plus accessible. Ok, alors une autre question qui est, tu montres les résultats des algorithmes une fois qu'ils ont été bien entraînés, mais qu'est-ce qu'il en est de leur état en cours d'entraînement? Est-ce que finalement ils reproduisent certains aspects du développement humain aussi ou de l'apprentissage humain? Alors ça, c'est une très bonne question. Il y a assez peu de travaux qui ont été réalisés, à ma connaissance, dans ce domaine-là, mais ça fait partie d'ailleurs de nos projets de recherche avec plusieurs collaborateurs, d'essayer de regarder si, au cours du développement du cerveau, notamment humain, on voit des représentations qui vont être des représentations intermédiaires à l'apprentissage qu'on va retrouver dans le même ordre dans les algorithmes. On n'a pas encore commencé ces travaux, donc j'ai pas de réponse. Mais par contre, on voit des choses assez intéressantes dans le cadre de la vision. Donc, dans le cadre de la vision, on voit que c'est les représentations des couches les plus proches de l'image, donc les couches les plus superficielles, qui vont se cristalliser les plus rapidement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le développement. Donc, par exemple, dans le système visuel, on voit que la maturation du cortex est beaucoup plus rapide dans les cortex sensoriels, par exemple dans le cortex sensoriel primaire, que dans le cortex préfrontal qui, lui, va être plastique et va continuer sa maturation jusque après l'adolescence. Et donc, a priori, ces zones corticales-là font des abstractions, enfin représentent des choses extrêmement abstraites, et donc ces abstractions vont être assez modulables au cours du développement comparé aux couches superficielles. Et ça, c'est quelque chose, c'est un pattern qu'on retrouve dans les algorithmes. Donc, il semble que ce ne soit pas impossible que la trajectoire de l'apprentissage soit similaire. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire pour que ce soit confirmé. Ok. Alors, une prochaine question que je vais reformuler.
Les IA sont structurées en couches successives. Est-ce que c'est vraiment le cas du cerveau? Jusqu'à quel point? Alors l'IA, le machine learning, tout ça, c'est des mots valises, hein, donc ça regroupe plein de choses. Il n'y a pas que des algorithmes en couches successives, mais les algorithmes en couches successives sont probablement parmi les plus populaires aujourd'hui. Est-ce que le cerveau, il est structuré de cette manière-là? Eh bien, oui et non, en partie. Donc, il y a le système visuel a une hiérarchie qui est extrêmement claire. On voit que ça démarre d'abord dans V1, dans l'ère visuelle primaire, ensuite ça va dans V2, puis dans V4, puis ça va dans le cortex inférotemporal, etc. Donc il y a une hiérarchie qui est assez nette, qu'on n'appelle pas des couches, qu'on appelle des aires visuelles, mais en fait très rapidement on se rend compte que il y a des choses qui complexifient un petit peu cette image. Donc, par exemple, on voit qu'il y a des raccourcis entre différentes couches. Il y a des voies parallèles, donc il y a notamment des voies sous-corticales qui peuvent être, qui sont implémentées dans le cerveau et qui bypassent, qui n'utilisent pas le même type de hiérarchie. Et en plus de ça, il y a également de la récurrence. Donc, chaque aire cérébrale n'est pas uniquement recrutée à un moment du temps, mais peut être recrutée pendant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millisecondes pour résoudre un problème. Donc, très rapidement, en fait, l'architecture devient assez complexe. Et donc, au-delà de ce concept de hiérarchie, la notion de récurrence, elle, même si elle est implémentée et en algorithmie et théorisée en neurosciences, elle n'a pas le même framework théorique dans le sens où c'est pas facile de bien comprendre les différents types de réseaux récurrents qu'on pourrait imaginer et de les ségréguer en différentes catégories qu'on pourrait explorer indépendamment. Donc le parallèle existe, mais à ses limites assez rapidement. Et du coup, la suite de la question, c'est est-ce qu'il ne serait pas avantageux de faire des modèles qui ressemblent plus à la structure complexe du cerveau? Alors ça, oui, absolument. Moi, c'est une des thématiques qui, euh, qui vraiment me motive. Il y a plusieurs laboratoires qui vont dans cette direction. Il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas. Donc, dans les choses qui fonctionnent, on voit par exemple que l'idée de skip connection, l'idée de mettre des connexions qui vont sauter des couches, sauter des aires visuelles, ça c'est quelque chose qui était assez bien établi en neurosciences et c'est quelque chose qu'on retrouve, qui a été implémenté plus tard dans les algorithmes avec un franc succès. Dans les choses un peu biologiquement inspirées, il y a ce genre d'éléments. Par contre, il y a des choses qui ne marchent pas vraiment. Donc, par exemple, l'idée d'un codage discret, donc les neurones dans le cerveau spike, et ce spike, bon, jusqu'à preuve du contraire, semble être tout ou rien. C'est soit il y a une décharge, soit il n'y a pas de décharge, donc c'est un 0 ou un 1. Alors que dans les algorithmes, typiquement, enfin la plupart des algorithmes les plus populaires, on utilise des fonctions continues d'activation. Donc chaque neurone dit artificiel va avoir une valeur qui oscille entre 0 et 1, ou entre moins 1 et 1, et cette variation est continue. Et c'est grâce à ce principe continu qu'on arrive d'ailleurs à faire de l'apprentissage en descente de gradient. Donc, il y a des gens qui ont essayé de faire du codage discret avec des spikes dans des réseaux de neurones artificiels, mais jusqu'à maintenant, les algorithmes correspondants n'ont pas montré d'amélioration en termes de performance par rapport à ce qui existe en activation continue. Donc, c'est pas évident que le biologiquement inspiré soit toujours la meilleure solution. L'exemple qui est pris, l'analogie qui est prise souvent, c'est l'exemple de l'avion par rapport à l'oiseau. Quand on regarde la forme d'une aile, très probablement qu'on peut retrouver des principes de structure qui sont similaires dans les ailes d'oiseaux et dans les ailes d'avion. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut construire des avions qui battent des ailes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus efficace, en tout cas quand on a une ressource énergétique aussi forte que le pétrole, pour transporter des gens. Donc le biologiquement inspiré, ça peut... moi, je prends ça comme une source de créativité plutôt qu'une contrainte forte pour le développement des algorithmes. Ok, merci. Question courte, réponse courte. Quel langage de programmation utilises-tu? Alors moi, j'utilise le Python et c'est vraiment le langage le plus commun en machine learning maintenant. Et un peu partout d'ailleurs dans les domaines de la donnée. Voilà, apprenez tous le Python. Ça sert partout. Ouais. Encore une question. Est-ce que les corrélations avec le cerveau humain dépendent de la fonction d'activation?
Alors, on n'a pas observé, on n'a pas été chercher différents types de fonctions d'activation, mais par contre, on a fait varier pas mal d'autres paramètres comme les architectures, la dimensionnalité des algorithmes et également les différents types d'optimisation de l'os. Et dans l'ensemble, c'est pas ça qui est frappant. Il semble pas que ce soit ces petites astuces qui fassent que l'algorithme est plus ou moins similaire à l'activité cérébrale. Euh, à mon avis, on n'a pas encore montré formellement, mais à mon avis, ce qui va être le plus important, c'est la tâche et le corpus utilisé pour entraîner l'algorithme. Voilà. Ok, merci. Ah, voilà, encore une question qui arrive. Est-ce qu'il existe des fonctions cognitives qu'on ne parvient pas encore à bien implémenter avec des algorithmes de deep learning? Alors oui, évidemment, il n'y a pas encore des robots qui marchent dans la rue avec une capacité de dialogue et de compréhension du monde. Donc, a priori, il y a encore pas mal de chemin à faire avant qu'on arrive à des fonctions cognitives similaires à l'humain. Mais par contre, derrière cette réponse qui est un petit peu facile, une des difficultés, un des challenges vraiment pour la communauté, c'est d'isoler précisément la fonction cognitive qu'on pense être problématique. Donc c'est très facile de dire qu'on n'arrive pas à faire un algorithme qui ne comprend pas le dialogue ou le texte, mais derrière la notion de compréhension, en fait, il y a quelque chose qui est assez flou, et quand on essaye de formaliser cette idée-là, ça devient beaucoup plus compliqué, et quand c'est très très bien formalisé, souvent les ingénieurs arrivent à répondre à la question. Donc ça, c'est un vrai challenge en fait, que de bien identifier ces fonctions cognitives qui nous manquent. Mais dans l'ensemble, bon, ce qui manque, c'est l'intégration des fonctions intelligentes. Donc, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant, enfin ce que la communauté a poussé jusqu'à maintenant, c'est des algorithmes qui sont assez forts dans un domaine assez précis, mais qui a beaucoup de mal à intégrer de multiples domaines pour faire de la planification de l'action, de l'organisation des connaissances, etc. En mixant des données vidéo, des données audio, du texte. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Une des autres difficultés dans les algorithmes, c'est que souvent, il y a des aspects critiques de la donnée qui sont extrêmement rares. Donc, par exemple, quand on essaye d'entraîner des algorithmes pour faire de la conduite automatisée, des véhicules autonomes, on a potentiellement énormément de données, mais on a très peu de données avec des accidents. Du coup, les algorithmes sont extrêmement peu exposés à ce qui cause un accident, et vont être extrêmement mauvais pour les éviter. Enfin, pas extrêmement mauvais, mais en tout cas, il y a un risque non nul à ce que ces algorithmes créent des accidents. Et ça, potentiellement, c'est meilleur que le cerveau humain semble encore quand même bien meilleur pour ce genre d'extraction d'informations pertinentes, quand bien même elles seraient en faible quantité. Ok, merci. Alors, est-ce qu'on est arrivé au bout des questions? Écoute, on dirait que c'est bon. Tu as satisfait tout le public. Écoute, ils ont eu l'air d'être bien intéressés. Parfait. Bon, ben merci Jean-Rémy pour cette conférence édifiante. Rendez-vous à tous demain sans doute pour une nouvelle conférence, et donc lundi après-midi au DEC pour d'autres présentations en sciences cognitives. Super. Merci à tous. Bonne fin de soirée.